C'est-à-dire, pour comprendre ce qu'est le quotidien, il ne suffit pas de dire le quotidien, c'est ceci, puis cela. C'est boire, manger, se laver, travailler, marcher dans la rue, etc. Pour moi, le quotidien ne se situe pas dans l'accumulation d'événements, dans l'accumulation de pratiques. Ce que je cherche à comprendre, c'est plutôt l'origine même du quotidien. Pourquoi sommes-nous obligés à reproduire chaque jour ces opérations? Ma thèse, puisque finalement, philosopher, c'est présenter des thèses, hein, sinon il n'y aurait pas de philosophie, hein, même les sceptiques ont des thèses, hein, sceptiques. Hein. Ma thèse, c'est que l'exigence de la quotidienneté, ou ce que je nomme la quotidianisation, provient de la situation anthropologique spécifique de l'homme, qui est, pour le dire rapidement, en prenant un terme de Freud, sa détresse originelle, Hilflosigkeit, sa détresse originelle. Ou, pour prendre le terme d'un anthropologue allemand qu'on ne lit plus à tort, parce qu'à mon sens c'est quelqu'un d'important, Plesner, il décrivait la situation de l'homme comme une position excentrique. Alors ça veut dire quoi cette détresse originelle et cette position excentrique? Ça veut dire une chose que les Grecs connaissaient déjà à travers le mythe d'Épiméthée et de Prométhée, à savoir que l'homme vient au monde dénué de facultés, dénué d'un accord instinctif avec son environnement naturel, que c'est l'être le plus faible de la nature, parce qu'il ne possède pas d'instruments naturels, comme les griffes, comme la carapace, etc. C'est l'être le plus nu, le plus faible, le plus vulnérable. Et donc, il n'est pas ajusté à son monde, à son milieu naturel. Il n'a pas de milieu naturel. L'animal né dans un milieu naturel est d'emblée et en symbiose ou en osmose avec ce biotope, avec ce milieu naturel, tandis que l'homme, lui, doit construire un milieu totalement artificiel qu'il ne possède pas instinctivement ou originellement. D'où, vous allez voir, le rapport avec la technologie, bien évidemment, comme construction d'un milieu originellement défaillant. Et donc, cette nécessité de construire un milieu de vie, c'est l'exigence de quotidianisation. On pourrait dire, d'une certaine manière, que l'animal n'a pas de quotidienneté parce qu'il n'a pas à faire l'effort de construire son monde. Son monde lui est donné, si restreint soit-il, ou si grand soit-il, si c'est un animal migrateur, mais d'une certaine manière, le monde et le territoire et les structures de ce territoire lui sont donnés et il s'y adapte très vite. Le temps d'adaptation d'un animal est très court par rapport à la longue éducation de l'enfant humain, qui met presque 12-13 ans avant d'être totalement adapté au monde. Et en plus, quand il est totalement adapté au monde, à 12-13 ans, il remet en cause ce monde. C'est la fameuse crise de l'adolescence. Donc c'est un long processus d'adaptation au monde qui est rarement achevé. Tandis que l'animal, d'une certaine manière, est en relation directe, immédiate, non problématique à son environnement. Donc l'homme doit construire son milieu. C'est un animal déficient. Et donc, l'accès à l'humanité, c'est l'accès à ce monde artificiel, à ce monde construit, qui va être construit précisément par des opérations quotidiennes. La nourriture, le vêtement, le toit, etc. On peut dire, les premières grandes innovations humaines sont des innovations
qui transforme la vie quotidienne et même qui crée la quotidienneté. D'où la thèse que je propose de penser la culture non pas comme une sortie hors de l'état de nature, puisque l'homme n'a pas de nature, mais de penser la culture justement comme un retour, comme la construction d'une nature perdue ou manquante. Ce que je nommerais animalisation. Finalement, l'homme n'est pas quelqu'un qui rejette son animalité pour accéder à l'humanité, comme on le présente très souvent dans un schéma chrétien, même humaniste. L'homme, au contraire, n'a pas d'animalité, et finalement, son humanité ne la conquiert que en s'animalisant. Finalement, la culture, c'est une animalisation. C'est-à-dire que le processus culturel, c'est le processus de production du biotope manquant. Et donc, l'homme n'aspire qu'à une seule chose, à devenir un animal intégré dans un biotope, sauf que l'animal possède d'emblée ce biotope, alors que l'homme doit construire son biotope. Donc finalement, la quotidianisation est une animalisation. Et le processus culturel lui-même n'est pas une sortie hors de l'animalité, mais au contraire, c'est la production d'une animalité artificielle. Alors certes, c'est une animalité au sens, il s'agit de produire finalement l'état que l'animal connaît par l'instinct, et nous, on doit le produire par la technique. Donc la technique n'est pas du tout le rejet de la nature, la transformation de la nature, la modification d'un donné naturel. Non, la technique, c'est une production d'une nature manquante, que l'on suppose être manquante. Ce que un philosophe allemand contemporain, Peter Sloterdijk, nomme l'anthropotechnique. C'est-à-dire que l'homme, finalement, ne devient homme que grâce à l'usage de techniques, ce que Bergson avait nommé l'homo faber, l'homo faber, l'homme qui fabrique. Mais homo faber ne doit pas simplement s'entendre, il y aurait d'abord l'homo, puis certaines caractéristiques comme l'homo locans, l'homme qui parle, l'homo ludens, l'homme qui joue, l'homo faber, l'homme qui construit, etc., ou l'homo sapiens, l'homme qui pense. Mais il faut penser l'homo faber, il faut penser en fait presque un faber homo. C'est-à-dire c'est le faber qui fait l'homo. Il n'y a pas d'abord l'homo, puis une certaine caractéristique qui serait la fabrication, comme si l'homme avait été homme avant d'être faber, avant d'être finalement quelqu'un qui construit des outils, mais c'est par la construction des outils que l'homme devient homme. C'est ce que Sloterdijk nomme anthropotechnique, au sens où il n'y a pas de processus d'hominisation sans processus de technicisation de certains éléments naturels, et qui soient d'ailleurs corporels ou matériels dans le monde. Alors maintenant, ce processus de quotidianisation, finalement, c'est la volonté de sortir de la détresse naturelle et d'accéder à un monde stable, à un milieu de vie relativement stable, ordonné, régulier, où il y a une certaine maîtrise de trois éléments essentiels, à mon sens. Le temps, quotidianiser, c'est donner un certain rythme au temps, le calendrier, les saisons, etc. Le quotidien, c'est lié à des rythmes. Et donc, l'un des premiers grands rythmes, c'est le rythme calendaire. Maîtriser l'espace, une des formes de quotidianisation, c'est la structuration du milieu spatial, distinction, disons, entre le chez-soi et l'ailleurs. Et puis le troisième élément de maîtrise, c'est la causalité, c'est-à-dire la manière dont les événements se produisent. Et donc, quotidianiser, c'est transformer un temps étranger, un espace étranger et une causalité inconnue en une temporalité relativement familière. Alors, il y a différents schémas de régularité du temps. En une temporalité relativement régulière, en une spatialité relativement territorialisée et en une causalité
relativement connu, c'est-à-dire on peut s'attendre